Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Le camion à droite est en feu de détresse. Dans cette situation, je ralentis. Oui, réponse A. Non. Réponse B. Alors, comme tu le vois, à droite, on a une voie réservée aux cyclistes. Juste à notre droite, on a un cycliste sur cette voie. Et plus loin, il y a un camion blanc arrêté sur cette voie en feu de détresse. Alors, comment on réagit face à cette situation ? Dans cette petite animation, on voit bien que là, le vélo va vouloir éviter le camion. Il va donc se déporter sur ma voie. Donc, dans ce cas-là, je ralentis, je le laisse dépasser le camion qui est en feu de détresse et je le dépasserai peut-être un peu plus loin. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 2. Un test urinaire peut être effectué par les forces de l'ordre pour détecter la consommation de stupéfiants. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, avant de répondre à la question, c'est quoi un stupéfiant ? Ça a l'air facile comme ça, mais en fait, c'est beaucoup plus compliqué que ça en a l'air. Alors, il faut que tu saches que les stupéfiants sont classés en 4 catégories. Tout d'abord, les substances cannabinoïdes, ou appelées aussi THC. En général, ces substances sont faites avec des feuilles de chanvre. Vous avez également les substances qu'on dit opiacées. Alors, les opiacés, c'est fait avec des graines de pavot. Ensuite, on a les substances cocaïniques, en général la cocaïne, qui sont faites, elles, avec des feuilles de coca. Et en dernier lieu, on a les stupéfiants, qui sont des drogues de synthèse, qu'on appelle les amphétamines. Alors, effectivement, les forces de l'ordre peuvent, selon certaines conditions, effectuer un test urinaire pour savoir si vous avez consommé des stupéfiants ou non. Alors, ce test se présente comme cette languette blanche que vous voyez, donc avec tout à gauche THC, ensuite morphine, ça c'est pour tout ce qui est opiacé, coke pour cocaïne, et tout à droite AMP pour amphétamine. Si le test est négatif, alors il y aura 2 traits rouges. Si le test est positif, il y aura un seul trait rouge. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 3. Je souhaite dépasser ce camion. Pour avoir une meilleure visibilité, je me décale légèrement à gauche tout en restant sur ma voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, on va voir ça directement sur une animation. Alors, là, vous voyez bien, on est sur notre voie, mais à droite. Et vous voyez bien, en fait, qu'on a un manque de visibilité sur ce qui se passe devant. On a en fait un champ visuel qui est réduit, notamment par la présence du camion.
Si on se décale un tout petit peu à gauche, sans bien sûr empiéter sur l'autre voie, hein, on reste sur sa voie, eh ben ça va améliorer notre visibilité et on va pouvoir voir plus loin. Donc, effectivement, dans ce contexte-là, ce qu'on fait, c'est qu'on va se décaler légèrement à gauche, avoir une bonne visibilité pour pouvoir dépasser ce camion. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 4. Lors du contrôle technique, le technicien vérifie également le taux d'émissions polluantes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, avant de répondre à la question, est-ce que tu sais ce que c'est exactement un contrôle technique et quel est le déroulement du contrôle technique? Alors, lors d'un contrôle technique, le technicien va en fait vérifier plusieurs points. Des points de sécurité, mais aussi des points de fonctionnement et des points aussi liés aux émissions polluantes. Alors, parmi ces points, il y a la visibilité, c'est-à-dire il va vérifier que les vitres et que les rétroviseurs sont bien présents, que les essuie-glaces sont bien présents et fonctionnels. Il va vérifier la direction, savoir si ton volant tourne bien, s'il se bloque une fois que tu as coupé le contact. Il va aussi vérifier d'autres équipements tels que la ceinture de sécurité, les airbags, l'indicateur de vitesse. Il va aussi vérifier tout ce qui est identification des véhicules, c'est-à-dire principalement la plaque d'immatriculation, tous les équipements de freinage, c'est-à-dire les plaquettes de frein, les disques. Il va aussi regarder le châssis, savoir si la structure du véhicule est en bon état. Il va aussi vérifier tout ce qui est essieux et pneus, hein, savoir si par exemple tes pneus ne sont pas trop usagés. Il va vérifier le témoin d'usure. Il va également vérifier tout ce qui est émissions polluantes, que ce soit les émissions à l'échappement ou même les émissions de bruit. Et enfin, il va vérifier si tes feux ou si tes dispositifs réfléchissants sont fonctionnels et en bon état. Après avoir vérifié tous ces points, en fait, il va éditer ce qu'on appelle un procès-verbal de contrôle technique. Alors, ça ressemble à quoi un procès-verbal de contrôle technique? Bah, ça ressemble à ça. C'est très simple. C'est une feuille où, regarde à droite. Pour l'instant, on va se concentrer sur ce qu'il y a à droite. Donc, c'est une feuille où, en fait, il va énumérer toutes les défaillances qu'il a pu observer lors du contrôle. Alors, tu verras qu'il y a plusieurs catégorisations de défaillances. Tu as les défaillances majeures, tu as les défaillances mineures et tu as aussi les défaillances critiques. Donc là, c'est pas indiqué ici, mais tu as aussi les défaillances critiques. Donc, une fois qu'il aura édité ses observations, regarde à gauche, ce sera indiqué si ton contrôle technique est favorable ou défavorable. Par exemple, ici, dans ce contrôle technique, il y a marqué défavorable. Alors, qu'est-ce qui fait que tu auras un contrôle technique favorable ou défavorable? Alors, si tu n'as que des défaillances mineures, donc ton contrôle technique sera favorable. Donc, tu pourras circuler et tu n'auras pas de contre-visite à faire. Ce qui va se passer, c'est que le technicien va coller une vignette sur ton pare-brise et sur cette vignette sera indiquée en fait la date du prochain contrôle technique. Également, il va accoler un timbre sur ton certificat d'immatriculation. Alors, si c'est favorable, sur ce timbre sera indiquée la lettre A. A pour favorable et la date du prochain contrôle technique. Si tu as des défaillances majeures, donc si tu as des défaillances majeures, alors tu auras un contrôle technique défavorable. Tu pourras continuer à circuler avec ton véhicule et tu auras 2 mois pour réaliser
les réparations. Alors, également, tu recevras donc toujours une vignette, d'accord, avec la date du prochain contrôle technique, en tout cas la date limite du prochain contrôle technique. Et également, tu auras un timbre sur ton certificat d'immatriculation avec la lettre S. Par contre, si tu as des défaillances critiques, alors, le résultat du contrôle sera défavorable. Mais ce sera différent. C'est-à-dire que tu ne pourras plus rouler avec ton véhicule à partir du minuit, le jour du contrôle. Bien sûr, tu devras réaliser une contre-visite et tu auras 2 mois pour réaliser les réparations. Par contre, si tu as des défaillances critiques, tu n'auras pas de vignette sur ton pare-brise. Par contre, tu auras un timbre qui sera accolé donc sur ton certificat d'immatriculation avec la lettre R. Donc ici, pour répondre à la question, est-ce que le technicien vérifie également le taux d'émissions polluantes? La bonne réponse est la réponse A. Un véhicule arrive en sens inverse. Réponse A, je dépasse le cycliste. Réponse B, je ralentis. Alors, je pense que tu sais déjà que en agglomération, pour dépasser un usager vulnérable, tu dois tenir un intervalle de sécurité de 1 mètre. Alors, ici, on a un véhicule qui vient en sens inverse. Donc, il est très peu probable qu'on puisse tenir cet intervalle de sécurité. Donc, ce que je fais dans cette situation, je ralentis, j'attends que la voiture passe et je regarderai le moment venu si je peux dépasser le vélo. La bonne réponse ici est la réponse B. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 6. Il est autorisé d'installer un porte-vélo à l'arrière de son véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, tu peux utiliser un porte-vélo pour transporter tes vélos. Par contre, il y a des conditions. Tout d'abord, l'homologation. Donc, tu peux pas acheter n'importe quel porte-vélo. Le vélo doit être homologué selon la norme française 18903-2 ou alors la norme internationale ISO 15263-4. Également, il faut que tu respectes les limites de vitesse et les limites de poids selon le porte-vélo que tu as acheté. Troisième chose à savoir, il faut que la plaque d'immatriculation et que les feux arrière du véhicule soient visibles. S'ils ne sont pas visibles, alors il faut que le porte-vélo reporte les feux et la plaque de manière à ce qu'elles soient visibles, comme ici sur l'image. Donc, pour répondre à la question, est-ce qu'il est autorisé d'installer un porte-vélo à l'arrière de son véhicule? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 7. Ce véhicule sort de sa place de parking. Réponse A, je freine brusquement. Réponse B, je place mon pied devant le frein. Réponse C, j'accélère.
Alors, dans cette situation, on a devant nous donc une voiture qui souhaite sortir de sa place de parking et regarder le rétroviseur intérieur. On a une voiture qui nous colle de très proche. Donc, si je freine brusquement, ce qui va se passer, c'est que la voiture derrière risque de me taper. Si j'accélère et que la voiture sort brusquement de son emplacement, je risque aussi, moi, de taper la voiture qui sort de son emplacement de parking. Donc ce que je fais ici, c'est que je maintiens mon allure et je place mon pied devant le frein au cas où, si la voiture sort brusquement. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 8. L'acuité visuelle binoculaire minimale requise pour la conduite est de 5 dixièmes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tout d'abord, c'est quoi l'acuité visuelle? Donc, l'acuité visuelle, c'est la capacité à voir un objet à une certaine distance. Tu sais, c'est le test que tu passes chez l'ophtalmologue, où il te demande de lire des lettres de plus en plus petites. Donc, après ce test, il te donne ta note, c'est-à-dire ton acuité visuelle. L'acuité visuelle minimale requise est de 5 dixièmes pour les deux yeux. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si dans un œil tu as 2 dixièmes et sur l'autre tu as 8 dixièmes, alors tu as 5 dixièmes d'acuité visuelle. Et tu es apte à conduire. Sache que cette acuité visuelle, elle est calculée en prenant en compte le fait que tu as une correction ou non. Donc, elle est comptée avec le fait que tu portes des lunettes ou non. Alors, il y a une petite exception. C'est l'exception qui confirme la règle. Il y a une petite exception. Qu'est-ce qui se passe quand je perds un œil? Ça peut arriver, perdre un œil. Alors, si tu perds un œil, tu pourras avoir une dérogation au cas par cas si l'autre œil a au moins 5 dixièmes d'acuité visuelle. Par contre, si tu perds un œil et que l'autre œil, l'œil restant, a une acuité visuelle inférieure à 5 dixièmes, alors c'est ce qu'on appelle une incompatibilité. Tu ne pourras plus jamais conduire. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 9. Dans cette situation, je cède le passage au tramway. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je passe juste après son passage, peu importe la signalisation. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici on arrive sur une intersection, à une traversée de tramway, comme l'indique le panneau d'indication. Et on a un feu qui clignote au rouge. Donc le feu qui clignote au rouge signifie un arrêt absolu. Donc ici, le tramway a donc la priorité. Est-ce que je passe juste après son passage, peu importe la signalisation? Non, on attend que le feu passe au vert, qu'il arrête de clignoter au rouge plutôt. Lorsqu'il arrête de clignoter, alors là tu peux passer. Pourquoi? En général, si un tramway passe dans un sens, ça veut dire que il y a une grande probabilité qu'il y ait un autre tramway qui passe dans l'autre sens. Donc, on reste à l'arrêt jusqu'à ce que la signalisation arrête de clignoter. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et D.
Question numéro 10. Je passe avant le véhicule à ma droite. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors regarde bien, on va remettre la vidéo, vous voyez, depuis le début, et regardez. Là, juste derrière le camion, regardez ce qu'il y aura. Hop! Et ça, qu'est-ce que c'est? Ben ça, c'est un panneau de priorité à droite à la prochaine intersection. C'est-à-dire qu'à la prochaine intersection, je devrais laisser la priorité aux véhicules venant de droite. Donc, ici, je n'ai pas la priorité. Je vais devoir céder la priorité, je passerai après le véhicule. La bonne réponse ici est la réponse B. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 11. Après cette signalisation, je serai prioritaire sur cette route. Oui, réponse A, non, réponse B. Il sera interdit de dépasser des voitures. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors, question super intéressante. Alors déjà, on va prendre le panneau du haut, qui est losange sur fond jaune. Alors ça, ce panneau indique une route à caractère prioritaire. Donc, sur cette route, seulement sur cette route, vous êtes prioritaire à toutes les intersections jusqu'à ce que vous rencontriez un panneau de fin de route à caractère prioritaire. C'est le même panneau, mais il est barré. Juste en dessous, on a un panneau d'interdiction de dépasser des véhicules à moteur, sauf les deux roues sans sidecar. Alors, c'est quoi un deux roues avec sidecar? Bah, vous savez, c'est une moto avec un petit habitacle à côté, à gauche ou à droite. Donc, tu ne peux ni dépasser les motos avec sidecar, ni les voitures, ni les camions. C'est-à-dire tous les véhicules à moteur, sauf en fait les cycles, les motocyclettes et les cyclomoteurs. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 12. Parmi ces documents, les documents obligatoires à bord du véhicule lors de la conduite sont: réponse A, le permis de conduire; réponse B, la carte grise; réponse C, l'assurance. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va énumérer les documents obligatoires lors d'un contrôle de police ou lors de la conduite d'un véhicule. Tout d'abord, vous avez le permis de conduire. Ensuite, le certificat d'immatriculation. Et en dernier lieu, la preuve d'un contrôle technique valide. Alors, vous n'êtes pas obligé d'avoir le procès-verbal du contrôle technique. Le simple timbre accolé sur le certificat d'immatriculation ou la vignette accolée sur le pare-brise suffisent. Concernant l'assurance, alors, bien sûr, selon le code des assurances, vous êtes obligatoirement, vous êtes obligé d'assurer votre véhicule. Cependant,
vous n'êtes pas obligé de posséder l'assurance dans votre véhicule. Pourquoi? Parce que depuis avril 2024, les agents de police ont accès à un fichier qu'on appelle le fichier FVA, fichier des véhicules assurés. Donc, ils savent si votre véhicule est assuré ou pas. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et B. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 13. Stationner à cet emplacement constitue un stationnement. Réponse A, dangereux. Réponse B, abusif. J'encours une amende. Réponse C, oui. Réponse D, non. Alors, il faut que tu saches qu'il y a différents types de stationnement interdits. Alors, tu as tout d'abord les stationnements dits abusifs. Ensuite, tu as les stationnements gênants. Ensuite, les stationnements très gênants. Et enfin, les stationnements dangereux. Alors, il faut que tu saches que se garer devant un passage à niveau constitue un stationnement dangereux. C'est le stationnement le plus grave que tu peux commettre. Alors, ce stationnement est puni par une amende de 135 €, un retrait de 3 points sur ton permis de conduire, mais également, si tu ne retires pas ton véhicule à temps, une mise en fourrière de ton véhicule. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 14. Le triangle de pré-signalisation est un équipement obligatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, j'aime beaucoup cette question parce que... Alors, je vais vous expliquer une chose. Vous pensez souvent que les seuls équipements obligatoires à bord d'un véhicule sont le gilet haute visibilité et le triangle de pré-signalisation. Vous devez savoir qu'il y en a beaucoup plus des équipements obligatoires. Par exemple, vous êtes obligé d'avoir un compteur. Vous êtes obligé d'avoir des essuie-glaces. Vous êtes obligé d'avoir un certain nombre de rétroviseurs. Tout ça, fait partie également des équipements obligatoires. Par contre, ils font partie en fait du véhicule. Donc lorsqu'on parle d'équipements obligatoires pour l'examen du code de la route, on va parler effectivement du gilet haute visibilité et du triangle de pré-signalisation. Alors certes, le triangle de pré-signalisation est un équipement obligatoire. Par contre, vous devez savoir que vous ne pouvez pas acheter n'importe lequel. Il doit être homologué E27R. Donc faites attention quand vous l'achetez. Également, le gilet haute sécurité doit être homologué avec un marquage CE. Donc ici, pour répondre à la question, le triangle de pré-signalisation est un équipement obligatoire. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 15.
Je souhaite aller tout droit. Réponse A, je m'arrête au feu. Réponse B, au feu, je passe. Alors ici, on va s'engager dans une intersection qui est régie par une signalisation lumineuse. Alors qu'est-ce qu'on voit? On voit que le feu est rouge. Cependant, on peut voir qu'en dessous du feu rouge, il y a une flèche orange qui clignote et la flèche va tout droit. Donc, dans cette situation, ça veut dire que si tu veux aller tout droit, tu peux. Donc le feu n'est pas rouge si tu veux aller tout droit. Donc ici, comme on veut aller tout droit, on n'a pas à s'arrêter au feu. Au feu, je passe. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 16. Dans cette situation, je peux rouler à la vitesse maximale autorisée. Oui, réponse A, non, réponse B. Il est préférable de rouler sous la vitesse maximale autorisée. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors ici, si on regarde la signalisation, on voit qu'après le panneau, la vitesse maximale autorisée sera de 70 km/h. Ça veut dire que légalement, je pourrais rouler à la vitesse maximale autorisée qui est de 70 km/h. Cependant, regardez l'état de la route. La route est verglacée et enneigée. Donc effectivement, c'est pas le meilleur état pour pouvoir rouler à 70 km/h. Là, tu vas pas être en sécurité en roulant à 70 km/h sur une route dans cet état-là. Donc il sera préférable de rouler à une allure adaptée en dessous des 70 km/h. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 17. Rouler en vélo permet de... Réponse A, diminuer les émissions polluantes. Réponse B, réduire le nombre d'accidents. Alors effectivement, se déplacer en vélo fait partie de l'écomobilité, tout comme les déplacements via les transports en commun, l'écopartage ou le covoiturage. Le déplacement en vélo permet donc de réduire les émissions polluantes, mais également les émissions sonores. Par contre, il ne permet pas de réduire le nombre d'accidents. La bonne réponse ici est la réponse A. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 18. Des enfants se trouvent sur le trottoir de droite. Je ralentis? Oui, réponse A. Non, réponse B. Je fais des appels de feu stop. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, dans cette situation, on a donc à droite un groupe d'enfants. Et aussi, regardez bien, hein, sur le rétroviseur, on a une voiture derrière nous qui est quand même assez proche. Alors, je pense que tu sais que les usagers de la route ont des zones d'incertitude différentes.
Alors, c'est quoi une zone d'incertitude? Une zone d'incertitude, en fait, c'est la probabilité de présence d'un usager à un moment donné. Alors, tu vois par exemple, un homme adulte va avoir à peu près une probabilité de présence, on va dire, d'1 mètre autour de lui. Hein, alors, il peut par exemple se décaler un peu à gauche quand il marche, de trébucher un peu à droite, ou même reculer parce que je sais pas, il a vu un chat ou un chien. Voilà. Mais il va rester sur à peu près un cercle d'une circonférence de d'1 mètre. Alors qu'un enfant, lui, il aura une zone d'incertitude beaucoup plus grande parce que vous connaissez les enfants, un rien peut porter leur attention et donc en même pas une seconde, ils peuvent se retrouver à 2-3 mètres de vous. Donc un enfant, il aura une zone d'incertitude beaucoup plus grande que celui d'un homme adulte. Un enfant, une zone d'incertitude, c'est à peu près 2 à 3 mètres. Alors que par exemple, une personne âgée, elle aura une très petite zone d'incertitude parce qu'elle aura beaucoup moins de capacité pour se déplacer. Voilà pour la zone d'incertitude. Donc effectivement, j'arrive dans une zone où il y a des enfants, usagers avec une grande zone d'incertitude, donc je ralentis. Ensuite, est-ce que je fais des appels de feu stop? Alors, n'oubliez pas, les appels de feu stop, c'est quoi? Les appels de feu stop, c'est quand on appuie de manière répétée sur la pédale de frein, parce que quand tu appuies sur la pédale de frein, les feux stop derrière s'allument, et donc ça prévient les usagers derrière, ici par exemple, la voiture qui est derrière nous sur le rétroviseur, ça la prévient qu'il y a un danger qu'elle ne voit pas. Donc les appels de feu stop, ça sert à ça. Ça sert à prévenir les gens derrière toi qui, eux, ne voient pas le danger, de leur dire « Hé, là, il y a un danger qui arrive devant vous. Je vous préviens avec les appels de feu stop. » Donc ici, c'est très très pertinent de faire des appels de feu stop. Donc les bonnes réponses à cette question sont les réponses A et C. Question numéro 19. En posant mon téléphone comme cela, je risque de répondre à un appel ou un message. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, avant toute chose, il faut que tu saches que l'utilisation du téléphone au volant, déjà, est interdit. C'est une contravention de classe 4, 135 € d'amende, 3 points au moins. Alors, pourquoi c'est interdit? Parce que, tout simplement, c'est interdit parce que l'usage du téléphone au volant est responsable d'à peu près 10% des accidents et multiplie par 3 le risque d'avoir un accident. Alors, c'est très mauvais de mettre son portable comme cela, parce qu'en fait, si quelqu'un t'appelle ou t'envoie un message, tu vas être... de temps en temps, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas répondre, soit à l'appel, soit au message. Donc, tu vas être tenté. Donc, dans ce cas-là, le mieux à faire, c'est de ranger le téléphone dans le sac. Alors, si tu utilises ton téléphone en tant que GPS, c'est très bien, tu peux le faire, mais dans ce cas-là, il faut que tu désactives les appels entrants. Alors, ici, pour répondre à la question, est-ce qu'en posant mon téléphone comme ça, je risque de répondre à un appel? Oui, la bonne réponse, ici, est la réponse A. Question numéro 20. Ce pneu est équipé d'un écrou anti-vol. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, regardez bien. Ici, cette roue, elle a 5 écrous. Et il y en a un qui est différent des autres. C'est ce qu'on appelle un écrou anti-vol. Cet écrou anti-vol, il est fait pour pas qu'on puisse vous voler votre roue. Bon, attention à certains modèles de voitures où les roues coûtent excessivement cher, parfois plusieurs milliers d'euros.
Donc, c'est pour ça que certaines personnes vont mettre des écrous anti-vol. Parce qu'en fait, pour pouvoir desserrer cet écrou, il va vous falloir un adaptateur, c'est-à-dire une douille spéciale, comme je vous le montre ici. Alors, c'est très important parce que faites attention quand vous achetez une voiture, surtout une voiture d'occasion, d'accord, à bien demander à l'ancien propriétaire de vous donner l'adaptateur anti-vol ou la douille anti-vol. Parce que sinon, ça va être très compliqué de changer votre roue. En général, en fait, il va falloir en racheter une autre. Donc ici, est-ce que ce pneu est équipé d'un écrou anti-vol? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 21. Je circule sur une route à sens unique. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ça, c'est vraiment une question récurrente et qu'on a souvent vu donc, dans les vidéos YouTube et dans la formation. Pour savoir si on roule sur une route à sens unique, on regarde la ligne de rive à gauche. Donc ici, c'est une ligne blanche continue qui indique qu'on circule sur une route à sens unique. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 22. Ce conducteur peut stationner à l'endroit où il se trouve s'il utilise un disque bleu. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, regardez ce panneau. Donc ce panneau, c'est un panneau de fin de zone, de stationnement gratuit, limité dans la durée. Donc par disque bleu. Donc ça, c'est la fin de zone. C'est-à-dire que après le panneau, ce type de stationnement n'est plus d'actualité. D'accord ? Mais avant ce panneau, donc là où est ce conducteur, c'est qu'effectivement, on est sur un stationnement par disque. Hein ? D'ailleurs, vous pouvez voir le marquage au sol, qui est un marquage au sol bleu. Donc, dans les zones de stationnement par disque, tu dois poser donc le disque visible au niveau de ton pare-brise et en indiquant l'heure du stationnement. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 23. Je roule à 100 km/h. La distance de sécurité est de réponse A, 60 mètres. Réponse B, 100 mètres. Je respecte actuellement la distance de sécurité. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, c'est une question très intéressante. Pourquoi ? Parce que à l'examen du code de la route, on va te demander de calculer certaines distances. Alors, sache que pour l'examen, tu as 6 distances à savoir calculer. Tout d'abord, la distance parcourue pendant le temps de réaction. Ensuite, la distance de sécurité. Ensuite, la distance d'arrêt. Également, la distance d'arrêt sur sol mouillé. Ensuite, la distance de freinage. Et enfin, la distance de freinage sur sol mouillé. Alors, ici, on va parler de la distance de sécurité. Alors, tout d'abord, c'est quoi la distance de sécurité ?
La distance de sécurité, c'est la distance minimale réglementaire qui sépare deux véhicules. Mais à quoi ça correspond exactement? Ça correspond à la distance parcourue en 2 secondes. Alors, comment on la calcule? Par exemple, ici, on roule à 100 km/h. Donc, on prend le chiffre des dizaines. Ici, le chiffre des dizaines, c'est 10. Et on va tout d'abord le multiplier par 3. Donc, 3 fois 10, 30. Ce chiffre, on va le multiplier par 2. Donc, 2 fois 30, 60. Donc, à 100 km/h, la distance de sécurité est de 60 mètres. Ensuite, la deuxième question. Est-ce que je respecte la distance de sécurité actuellement? Pour savoir ça, il faut regarder les lignes de rive à droite. D'accord? Pour savoir si tu respectes la distance de sécurité dans ce cas-là, il faut que tu aies 2 lignes de rive qui te séparent avec le véhicule qu'il y a devant toi. Or, ici, on voit bien qu'on ne les a pas les 2 lignes de rive. Donc ici, la distance de sécurité n'est pas adaptée. Et elle n'est pas bonne. On ne la respecte pas. Donc, pour cette question, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 24. Les bornes de recharge en extérieur sont conçues pour une utilisation en temps de pluie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, les bornes de recharge que tu pourras trouver en extérieur, par exemple, vous savez, les bornes Tesla ou les bornes Autolib, elles seront conçues pour pas que ça détériore votre batterie pendant le chargement, ou même, elles sont conçues pour pas que vous vous électrocutiez lors du branchement. La bonne réponse ici sera la réponse A. Question numéro 25. Ces 2 piétons ont la même zone d'incertitude. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on a à gauche une personne, on va dire, plutôt âgée, et à droite, une personne plutôt jeune. Donc ce sont 2 usagers de type différents, avec des zones d'incertitude, donc différentes. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 26. Le marquage au sol m'autorise à dépasser ce véhicule lent. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, si tu regardes bien ici la ligne médiane, c'est une ligne de dissuasion. Donc une ligne de dissuasion te dissuade de dépasser un véhicule. Cependant, il y a une exception. Tu peux dépasser un véhicule si devant toi, il y a un véhicule lent. Ici, le tracteur est considéré comme un véhicule lent. Donc, pour répondre à la question, est-ce que le marquage au sol m'autorise à dépasser ce véhicule lent? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 27. La consommation d'alcool diminue la capacité à voir la couleur rouge. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, attention à cette question, car elle tombe très souvent à l'examen officiel du code de la route. Alors effectivement, la consommation d'alcool va diminuer la capacité à voir la couleur rouge. Alors, ça a une importance. C'est quand même une question qui est pertinente. C'est-à-dire que, étant donné que énormément de signalisations sont de couleur rouge, notamment les feux rouges, notamment les panneaux de danger, notamment les panneaux d'interdiction, ils sont de couleur rouge. Donc, en buvant de l'alcool, tu vas être moins enclin à les repérer. Donc, ici, la bonne réponse va être la réponse A. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code? Et la deuxième c'est est-ce que je dois suivre la formation? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant un an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement la formule à mon code en 10 jours pour passer son code en 10 jours qui est à 39,90 € par an en illimité, et en plus si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Allez, on reprend la série. Question numéro 28. Ce véhicule est équipé du système de surveillance de l'angle mort. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Déjà, c'est quoi le système de surveillance de l'angle mort? C'est une aide à la conduite qui va permettre au véhicule de repérer automatiquement tous les autres usagers de la route qui se trouvent sur ton angle mort. Quand il y aura un véhicule sur ton angle mort, il y aura un petit pictogramme qui s'allumera pour te prévenir. Ici, comme on voit sur la photo, sur le rétroviseur, il y a un petit pictogramme qui montre que ce véhicule est bien équipé de ce système. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 29. Dans cette situation, je peux dépasser ce camion. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'attends avant de dépasser. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, super intéressante comme question. Déjà, tu vois ici, on est sur une route. Mais quel type de route? Bon, on est sur une route à double essence avec créneau de dépassement. Créneau de dépassement, c'est la voie de gauche. Ce qu'on appelle une voie de dépassement, si tu veux. Donc la voie de gauche ici, elle sert à dépasser. Est-ce que je peux dépasser ce camion? Devant moi, j'ai une très très bonne visibilité. Je pourrais dépasser ce camion. Seulement, regarde bien le rétroviseur intérieur. On a déjà une voiture qui est sur la voie de dépassement et donc qui est en train de dépasser d'autres véhicules. Donc ce que je fais ici, c'est que j'attends avant de dépasser. Je ne peux pas dépasser ce camion actuellement. Je vais devoir attendre que la voie soit dégagée. Donc les bonnes réponses ici vont être les réponses B et C. Question numéro 30. Ce panneau indique un danger. Réponse A. Permanent. Réponse B. Temporaire. Alors, il existe deux types de panneaux de danger. Donc, les panneaux qui sont donc sur fond blanc, qui sont en fait des panneaux permanents, et ceux qui sont sur fond jaune, qui sont temporaires. Ici, ce panneau de danger de rétrécissement de chaussée est sur fond jaune, il est donc temporaire. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 31. Le taux d'alcool maximum autorisé pour un permis probatoire est de 0,2 g par litre de sang, réponse A. 0,5 g par litre de sang, réponse B. Alors, attention à cette question parce que vous êtes beaucoup à ne pas comprendre pourquoi il y a des taux différents. Alors, s'il y a des taux différents, c'est tout simplement parce qu'il faut différencier les personnes qui sont en permis probatoire, c'est-à-dire ceux qui, en général, ont leur permis depuis moins de 3 ans, et ceux qui ont un permis, on va dire, normal, c'est-à-dire ceux qui ont passé la période probatoire. Donc, deux taux différents. Pour une personne qui a dépassé son permis probatoire, le taux d'alcool maximum autorisé, c'est de 0,5 g par litre de sang. Par contre, pour une personne qui est toujours en probatoire, le taux d'alcool maximum autorisé est de 0,2 g par litre de sang. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 32. Je suis sur un carrefour à sens giratoire. Le cyclomoteur force le passage. Réponse A. Je ralentis
et le laisse passer par mesure de sécurité. Réponse B. J'ai la priorité, donc je ne le laisse pas passer. Alors, vous allez voir que dans la vraie vie, les gens ne respectent pas tous le code de la route. Donc, ces situations-là, ça va vous arriver souvent. N'oubliez pas, le plus important, c'est la sécurité. Entre la sécurité et la loi, vaut mieux opter pour la sécurité. Ce sera meilleur pour vous et votre corps. Donc, ici, effectivement, le cyclomoteur s'engage sur le sens giratoire de manière non réglementaire parce qu'il devrait me céder le passage. Quand c'est comme ça, vous le laissez passer, que ce soit un cyclomoteur ou même une voiture. Vous ralentissez et vous le laissez passer. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 33. J'ai perdu l'usage d'une de mes mains. Réponse A. Je ne pourrai plus jamais conduire. Réponse B. Après approbation par un médecin agréé et adaptation du véhicule, j'ai une chance de pouvoir reconduire. Alors, si vous perdez l'usage d'une de vos mains ou même d'un de vos membres, sachez que vous avez une possibilité de pouvoir reconduire. C'est pas automatique. Ça dépendra de l'approbation par un médecin agréé par la préfecture. Une fois que vous avez cette approbation, vous allez pouvoir reconduire après avoir adapté votre véhicule à votre handicap par une société spécialisée. Vous pouvez pas le faire vous-même. Alors à quoi ça ressemble ? Vous voyez, ça ressemble par exemple à cette photo. Ou alors à celle-ci. Celle-là. Ou encore celle-ci. Donc, pour répondre à la question, si j'ai perdu l'usage d'une de mes mains, je pourrais reconduire après approbation par un médecin agréé et adaptation du véhicule. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 34. La fatigue augmente les risques d'accident. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, la fatigue est responsable d'un tiers des accidents sur autoroute. Le risque d'avoir un accident dans un état de fatigue est multiplié par 3 ou 4. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 35. Je vérifie la pression des pneus tous les. Réponse A. 1 mois. Réponse B. 6 mois. Alors, la pression des pneus doit être vérifiée régulièrement, c'est-à-dire à peu près tous les mois. Pour vérifier si les pneus ont la bonne pression, n'oubliez pas de regarder l'étiquette qu'il y a sur la portière de votre véhicule. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 36.
Je vais tout droit à cette intersection. Réponse A. J'ai la priorité sur le véhicule bleu à ma droite. Réponse B. Je dois céder la priorité au véhicule bleu. Alors ici on est sur une intersection qui n'est pas gérée par une signalisation. Donc la règle qui prime, c'est la priorité à droite. Ce véhicule se trouve à ma droite, il a donc la priorité. Je dois céder la priorité au véhicule bleu. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 37. Je dois céder la priorité à un bus qui sort d'un arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, lorsqu'un bus sort d'un arrêt, il a la priorité. Donc, vous devez lui céder la priorité. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 38. Le temps de réaction est de 1 seconde dans un état normal. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, qu'est-ce que le temps de réaction? Le temps de réaction, c'est le temps que vous allez mettre entre le moment où vous percevez un danger, par exemple ici le piéton, et le moment où vous allez agir, par exemple ici freiner. Alors, ce laps de temps est de 1 seconde pour tous les individus dans un état normal. À quoi il correspond de manière exacte? Tout d'abord, la perception d'un danger. Ensuite, l'analyse du danger. Dans un troisième temps, une prise de décision va être faite. Et ensuite, vous allez agir. Par exemple, ici, freiner. C'est ce qu'on appelle le PADA. C'est un bon moyen mémotechnique pour s'en souvenir. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 39. Le véhicule à droite est bien positionné. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme tu le vois, on a la voie de droite qui est délimitée par des lignes épaisses discontinues. Donc, ça vient marquer une voie réservée. Donc, le marquage au sol ici nous montre que cette voie réservée est réservée aux bus et non pas aux voitures. Donc, effectivement, le véhicule est très mal positionné et en plus, il risque donc une contravention de 4e classe et 135 € d'amende. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 40. Lors d'un long trajet, je dois effectuer une pause. Réponse A, tous les 2 heures. Réponse B, tous les 4 heures. Alors, lors d'un long trajet, donc tu dois réaliser une pause d'environ
1 quart d'heure à 30 minutes, tous les 2 heures. La bonne réponse ici est la réponse A. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.